On a vu dans une vidéo précédente comment la mise en place d'un logiciel type Polarspirit ou Glassfrog était de nature à commencer à structurer, aider, faciliter une transformation managériale d'une part et un déploiement du self-management auprès de l'ensemble des collaborateurs d'autre part, en précisant la posture managériale, en précisant le rôle de manager et en précisant et rendant explicite le rôle de responsable hiérarchique si vous avez encore des contrats de travail, ce qui est la plupart du temps le cas. Je voudrais maintenant expliquer ou dire quelques mots sur les grands principes. Il y a 5 grands principes qui soutiennent la démarche pour définir les rôles à travers un logiciel de type Polarspirit ou Glassfrog. Le premier grand principe pour mettre en place un logiciel, c'est pas naturel parce que si on laisse faire les organisations, en fait elles ne font pas comme ça. Il faut commencer par le plus grand pour aller vers le plus petit. Vous vous rappelez dans la vidéo précédente, je vous avais dit que l'ensemble de l'organisation c'est un grand cercle finalement, c'est un écosystème dans lequel on va retrouver des cercles plus petits qui sont les différents business, les différents départements, les différentes grandes fonctions, les différentes sociétés, filiales, etc. etc. Et puis ensuite, il y a des rôles dans chacune de ces sous-cercles. Donc en fait, c'est une histoire de rôles, dans des rôles, dans des rôles, dans des rôles. Quand je dis qu'il faut commencer par le plus grand, il faut commencer par le cercle général. Il faut commencer par le cercle général qui couvre l'ensemble des fonctions opérationnelles, y compris des relations entre l'entreprise et les employés. Sachant qu'au-dessus, il peut y avoir un cercle d'ancrage différent pour faire l'interface avec les statuts juridiques de l'entreprise, mais je ne vais pas en parler dans cette vidéo, donc nous partons du cercle général des opérations. Et donc il faut commencer, et je vais expliquer pourquoi, par le cercle plus grand et définir les différents cercles qui composent le cercle général, donc les différentes entités, différentes business units, différentes filiales, etc. etc. Et non pas commencer à la base en demandant à chaque collaborateur de définir ses rôles. Parce que là, vous allez complètement à l'encontre et vous êtes tranquille, ça a déjà été fait dans des organisations qu'on a accompagnées après, on va dans la bureaucratie et il n'y a pas d'avancée, vous passez à côté. Alors c'est bien, vous allez avoir une description des différents rôles, chacun va s'y retrouver, ça c'est bien. Probablement que vous, en les consolidant, vous allez louper des opportunités de faire évoluer la structure juste au service de la raison d'être, et puis vous allez comprendre pourquoi quand je vais l'expliquer après. Et puis la probabilité que tous les collaborateurs comprennent ce que c'est qu'un rôle et l'implémentent tel quel au départ est assez faible, parce que les concepts sont assez nouveaux. Et donc il est nécessaire de ne pas personnaliser au départ l'approche et de commencer par le plus grand, c'est-à-dire les différentes business units, les différentes activités, fonction support ou pas. Fonction support, c'est une activité, c'est un business aussi. D'ailleurs, la fonction support pourrait très bien être externalisée, auquel cas ça deviendrait un business, qui aurait comme client ce client dans lequel elle est aujourd'hui et qui rechercherait probablement d'autres clients. Donc, commencer par le plus grand pour aller vers le plus petit. Et la façon de le faire, c'est de considérer toutes ces entités comme des business à part entière. Donc, on n'invente rien, on part de la réalité. Donc, je demande au patron, si je reprends le même exemple que la vidéo précédente, je lui demande quelles sont tes différentes activités. Parce que je ne comprenais pas tous ces PDF, là, ces PowerPoint. Et puis il m'a décrit les activités. Je lui ai dit, OK, donc il y a un cercle France machin, il y a un cercle Chine truc, et puis etc. etc. On a eu nos différents cercles. Et puis après, je lui ai dit, ce que je te propose, c'est qu'on définisse cercle par cercle, quelle est la valeur créée. Pour chacun de ces cercles, on a lancé un exercice où chaque leader de cercle, chaque manager de ces business units a défini son business model Canva. C'est-à-dire quelle valeur il crée, quelles sont les propositions de valeur, pas ce qu'il faisait, on se fiche de ce qu'il fait, mais de le voir vraiment comme une entreprise à part entière, au sein d'une entreprise plus grande, c'est pas grave, une entreprise à part entière. Vous vous rappelez, on a cette vision de l'écosystème. Et donc, pour chacun des cercles, pour chacun de ces sous-entreprises, ces petites entreprises, au fait, quelle est la raison d'être de cette entreprise? Quels sont les segments de clients? Et pour chaque segment de clients, quelles sont ses propositions de valeur? Et on définit ça. Et ensuite, c'est facile d'encoder. On encode les différents cercles. C'est vraiment important de commencer par là, avant toute opération. Pourquoi? Pour profiter de l'occasion, pour induire tout de suite la notion de création de valeur. Et puis derrière, ça va se diffuser. Pour faire comprendre que les cercles ne sont pas un ensemble de personnes, mais c'est un business. Bien sûr qu'il y a des personnes, mais c'est un business. C'est d'abord défini non pas par les personnes qui l'occupent ou qui sont au service d'eux, mais par la valeur qu'ils créent. Pour quel client, quelle valeur et quelle raison d'être. Le premier principe, c'est vraiment de commencer par le niveau le plus grand, par les cercles plus grands, c'est-à-dire les sous-cercles du cercle général. Le deuxième principe, c'est être clair dès le départ dans ce processus qui va inclure beaucoup de gens. On va inclure au début tous les managers pour les différents cercles que je viens d'expliquer, qui va inclure ensuite, parce qu'une fois qu'on a défini les différents sous-cercles, on va redéfinir les rôles dans le cercle, donc ça va inclure tout le monde. On propose des démarches inclusives, évidemment, dans le temps, mais au bon moment. Il faut être clair dès le départ qu'on ne cherche pas la perfection. On cherche juste
un minimum viable product, un produit, je ne sais pas comment on dit en français, enfin, MVP. On cherche un premier résultat et puis ensuite il pourra évoluer plus tard parce que maintenant qu'on a un logiciel, eh bien on gagne en agilité. Autant c'est difficile de modifier un organigramme dans le passé, surtout qu'il ne correspondait pas à la réalité. Là, on va viser au fur et à mesure de l'évolution de la réalité, on va pouvoir avec ce logiciel le faire évoluer. On va pouvoir rendre les choses beaucoup plus dynamiques et on va pouvoir offrir à tous les managers un système de délégation explicite tellement puissant qu'ils vont s'en emparer. C'est ce qui se passe en général. Et du coup, ça va évoluer, ça va vivre. Donc l'objectif, c'est pas de faire le parfait. C'est juste de définir une première version du logiciel. Et puis bien sûr, ce logiciel ne va pas être parfait parce qu'on aura mis dans le logiciel, ce qu'on aura encodé comme rôle et comme cercle dans le logiciel n'est pas parfait. Peut-être qu'on va se rendre compte qu'il ne correspond pas à la réalité, auquel cas il sera toujours temps de le changer. Mais au moins, on a une première itération, on a quelque chose. Sinon, on peut partir dans des démarches... Alors si vous laissez quelques êtres humains réfléchir là-dessus et sans cadre, vous êtes tranquille, ça va durer des mois et des années et de toute façon ça ne sera jamais parfait. La perfection n'existe pas. Donc être clair au départ qu'on cherche le minimum suffisant. On cherche un premier produit valable. Le troisième principe, c'est vraiment d'être centré sur la réalité. Ce qu'on veut avant tout, c'est que le logiciel embarque la réalité. La tentation est grande lorsque vous discutez avec les uns et les autres, managers ou pas, ou collaborateurs, de vouloir profiter de cette occasion unique de la mise en place de ce logiciel pour y injecter de la volonté d'évolution des uns et des autres. Alors il ne faut surtout pas faire ça. Il ne faut surtout pas faire ça parce que, pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que si on écoute les desiderata de tout le monde, la probabilité qu'on arrive à un logiciel unique est faible parce que les desiderata, il n'y a pas de dénominateur commun dans ces desiderata, donc à un moment donné, on va être coincé. La deuxième raison, c'est que le logiciel peut nous aider à faire évoluer les choses à condition qu'on parte de la réalité. On ne peut pas, alors ça c'est la palisse, hein, on ne peut pas, mais tellement de gens l'ont oublié, on ne peut pas faire évoluer les choses si on ne part pas de la réalité parce que les choses n'existent que dans la réalité. Ça c'est évident. Vraiment l'effort à faire, et c'est difficile parce qu'il y a ces tentations de profiter de l'occasion pour améliorer les choses. C'est vraiment important de se centrer sur la réalité. Déjà on fait évoluer la réalité parce qu'on induit la notion de rôle avec raison d'être et offre de service. Mais sur le contenu du travail qui est fait, on part de la réalité et on encode la stricte réalité. Et puis une fois que ce logiciel sera mis en place, eh bien si on veut faire évoluer la réalité, au moins on pourra le faire de manière concertée. Elle va venir impacter, donc il y a un processus à définir pour faire les changements. Mais du coup, ce qui va faire foi, c'est le logiciel. Et puis le dernier argument, c'est que si jamais on laissait faire des choses, des définitions de rôle ou de l'encodage qui ne correspondent pas à la réalité, les gens n'utiliseront pas le logiciel tout simplement parce qu'il ne correspond pas à la réalité. Nous, on appelle ça cette phase d'ancrage de la réalité. Il faut absolument ancrer la réalité des opérations, business et RH, dans le logiciel. Et du coup, la question que vous pourriez me poser, c'est comment est-ce qu'on gère la frustration? Parce que tout individu a des idées sur la façon de faire évoluer les choses. Cette frustration, elle est très forte, on l'observe, on l'a à chaque fois. Et on leur explique, toutes tes idées d'évolution, note-les sur un papier. Mais nous, on va rester scotchés sur la réalité. On encode la réalité, qu'on a expliqué les différents arguments de pourquoi encoder la réalité, ils comprennent. Mais du coup, pour les aider à gérer cette frustration, ou pour profiter de cette énergie de frustration, on leur dit, note bien tout, toutes les évolutions que tu veux faire. Et quand le logiciel sera mis en place, à ce moment-là, selon des processus qui seront définis, parenthèse, et là on est en train de mettre le doigt dans l'évolution de la gouvernance, il va falloir légiférer, mettre en place des processus pour faire évoluer la gouvernance, pas n'importe comment. On a mis le doigt dans quelque chose d'évolutif, on a mis le doigt dans quelque chose qui est le processus d'adaptation de l'entreprise. Au-delà du qui fait quoi, au-delà de l'empuissancement des personnes dans leur rôle, on va être amené à définir la façon de faire évoluer l'entreprise, qu'elle puisse s'adapter, changer aussi vite que le changement, selon des processus qui restent à définir, dont la CRACI en propose, mais il peut y avoir d'autres façons de faire. Le logiciel induit cette dynamique-là. Je ferme la parenthèse. Tu notes bien toutes tes évolutions. Quand le logiciel sera en place, à travers les processus qui vont immanquablement, inévitablement, c'est pas écrit sur le logiciel, mais le logiciel le supporte, mais c'est obligé, il va y avoir la nécessité pour l'entreprise de définir la façon dont elle veut s'organiser pour faire évoluer le contenu du logiciel. Et bien à ce moment-là, tu pourras réinjecter, proposer dans ce processus, apporter dans ce processus toutes les évolutions que tu veux faire. Et à ce moment-là, elles vont être faites de manière concertée, officielle, et elles vont générer une évolution du logiciel qui sera transparent pour tout le monde et tout le monde évoluera en même temps. Ça, c'est la raison pour laquelle il est important, vraiment important, de s'emparer de la réalité, de n'encoder que la réalité et de profiter de la puissance de logiciel défini pour gérer le changement parce qu'il va y avoir nécessairement des processus pour gérer le changement qui vont être définis tôt ou tard, simple ou complexe. Ça, c'est obligé. La mise en place de ce logiciel va induire ça. Ça ne peut pas se faire autrement. Le quatrième principe, c'est notre recommandation d'embarquer tout le monde. C'est d'avoir une approche inclusive dans ce processus d'encodage, de définition des rôles pour chaque cercle. Et ça se fait équipe par équipe. Pour chaque cercle, avec le leader de cercle, son manager si vous préférez, eh bien on recommande
un processus inclusif qui vise à définir les rôles au sein de ce cercle-là, étant entendu qu'on a déjà défini les cercles qui contiennent ces rôles. On a commencé par le plus haut pour aller au plus fin. Et dans ce processus inclusif, c'est important de le faire, d'une part, parce qu'on n'est pas à l'abri de découvrir des choses que seul le terrain connaisse, enfin, c'est pas un scoop. Et les personnes qui qui connaissent la réalité du terrain, c'est celles qui sont sur le terrain, évidemment. Et d'autre part, c'est vraiment essentiel que les collaborateurs puissent s'approprier les rôles et s'y retrouver. Ça leur fait un exercice pédagogique de plus pour leur permettre de capter ce qu'est un rôle, d'utiliser leurs propres mots pour définir un rôle par la raison d'être et les redevabilités et les offres de services. Ça, c'est vraiment essentiel. Et pour qu'ils adhèrent d'entrée de jeu, parce qu'ils ont été embarqués au résultat de ce logiciel, pour que le logiciel, il se l'approprie, en fait. C'est vraiment essentiel d'embarquer tout le monde, équipe par équipe, au bon moment. C'est-à-dire une fois qu'on a déjà fait le haut. Et puis le dernier principe, vraiment, je l'ai déjà dit en filigrane, mais c'est vraiment pour moi un principe vraiment important. Sinon les risques de la bureaucratie sont très élevés. Et c'est facile à comprendre parce que vous ajoutez un niveau de complexité. Avant, vous n'aviez pas la notion de rôle, vous n'aviez pas la notion de cercle, vous n'aviez pas la notion de leader de cercle. Et donc tout ça était un peu implicite, un peu confus. Là, vous mettez l'emphase sur ça, c'est chouette. Et en même temps, ça induit un niveau de complexité supplémentaire. Qui dit niveau de complexité supplémentaire dit risque de non-maîtrise. Et donc, quand on ne maîtrise pas, on va avoir des redevabilités du boulanger avec je me lève à 2 h du matin, etc. Vous allez avoir toutes les activités de chaque rôle. Surtout que la plupart des gens aiment bien montrer tout ce qu'ils font. Parce qu'ils ont besoin de reconnaissance, c'est humain, et pas de souci. Mais on ne leur demande pas ça. On a besoin uniquement qu'ils se centrent sur les quelques propositions de valeur et 2-3 propositions de valeur, alors qu'ils font peut-être 10 000 activités dans leur rôle, mais on leur demande uniquement les 2-3 propositions de valeur qu'ils apportent réellement. Donc cette notion d'organiser son travail autour de la création de valeur, c'est pas quelque chose qui est gagné, c'est pas quelque chose qui est fréquent dans la plupart des entreprises. Donc là, le dernier principe, c'est vraiment de profiter de la mise en place d'un logiciel pour lancer la création d'une culture centré sur la création de valeurs plurielles. Donc c'est vraiment important de centrer, lorsqu'on fait cet exercice, dès le début, c'est pour ça que je propose de recommencer par le niveau le moins fin, le haut, je ne sais pas si ça veut dire quelque chose, important d'induire tout de suite une culture de création de valeurs pour neutraliser, éviter la bureaucratie, mais surtout pour créer davantage de valeur. Parce qu'une entreprise, pour qu'elle crée davantage de valeur, pour qu'elle manifeste davantage sa raison d'être, son potentiel créateur de valeur, il n'est pas du tout nécessaire que tout le monde s'aligne par rapport à ça. La comprennent bien sûr, mais s'aligne par rapport à ça. Mais il est nécessaire que chacun, dans ses rôles, crée de la valeur. Et ça, c'est pas gagné parce que lorsqu'on parle de raison d'être, la plupart des gens que j'entends, ils sont encore dans un modèle pyramidal, non vivant. Je pense à un grand groupe dont le PDG clamait « Oui, c'est super important la raison d'être de l'entreprise ». Il avait passé pas mal d'efforts à définir la raison de l'entreprise et il disait que c'est la boussole pour tout le monde. Moi, j'ai travaillé pour cette entreprise en tant que consultant, enfin accompagnateur. Je suis allé voir certaines personnes dans l'usine qui s'occupent de la maintenance et je leur ai demandé est-ce que c'est vraiment important pour vous la raison d'être de l'entreprise? Ils disent oui, mais pas plus que ça. C'est pas ça qui me fait lever le matin. Contrairement à ce que le PDG pouvait projeter, parce que le PDG, évidemment, la raison d'être de l'ensemble, ça le fait vibrer, c'est sûr. Mais il projette trop rapidement et c'est un biais. Ça va faire rêver tout le monde. Non, j'entretiens les machines, que la raison d'être de l'entreprise globale soit ça. Ouais, c'est intéressant et bon, mais ça va pas m'aider dans mon quotidien. Et ça, en tout cas, ça va pas m'aider à me lever hyper excité le matin pour aller faire mon boulot. Donc en fait, on voit bien que aujourd'hui, la notion de raison d'être, elle n'est pas encore bien comprise parce qu'on n'est pas encore passé au vivant. Et là, on est passé au vivant. Il faut passer au vivant pour créer davantage de valeur. Et le vivant, ça passe par en fait de comprendre que cette raison d'être, elle est fractale. Et c'est assez facile à comprendre. Si je me prends moi comme exemple, j'ai une raison d'être sur la planète Terre. En tout cas, je le crois, que j'affine au fur et à mesure. Mon cœur a une raison d'être, ma rate a une raison d'être, mes reins ont une raison d'être. Mais si je discutais avec mon cœur, ma rate et mes reins, parce que j'ai un peu de mal à faire, parce qu'on n'a pas le même langage, parce qu'on n'est pas du tout dans les mêmes univers, eh bien, ils ne comprendraient pas la raison d'être de Bernard-Marie. Donc je vous démontre par A plus B que dès qu'on est centré sur le vivant, allons-y jusqu'au bout, que les organes, que les rôles ont leur propre raison d'être et ne comprennent pas nécessairement la raison d'être de l'ensemble. Ils peuvent l'entendre, la comprendre, mais c'est pas ça qui va les guider. Le cœur, s'il arrivait à comprendre ma raison d'être, c'est pas ça qui va le faire fonctionner tous les jours. Lui, il pompe le sang. Je veux rajouter ça pour comprendre les enjeux qui sont derrière et que si vraiment on veut qu'une entreprise devienne vivante et qu'elle manifeste au monde son potentiel de création de valeur, il suffit pas, c'est pas un modèle pyramidal, il faudra regarder encore tout là-haut, la raison d'être de l'entreprise. Non, non, il faut que chacun à sa place, donc chacun dans ses rôles, s'occupe de la raison d'être, du potentiel créateur de valeur, de son rôle. Bien sûr, il a un œil sur l'ensemble. C'est comme un joueur de foot, s'il est à l'avant, il s'occupe de son rôle et en même temps, il a le sens du jeu, on est d'accord. Mais l'obsession, elle est d'abord et avant tout sur son rôle. Et, on n'est pas dans le ou. Et là, il y a un coche
à ne pas louper quand on a l'opportunité de mettre en place un logiciel. C'est de commencer à induire, à inculquer, à éduquer à cette nouvelle culture de création de valeur qui se fait partout, à tous les étages. Et là, en mettant en place un logiciel de ce type-là, en faisant l'encodage d'une organisation, il y a le moyen de faire progresser, d'induire, de semer cette graine, même de créer un nudge de façon inévitable pour que la plupart des gens évoluent d'un modèle qui était le leur, je fais mon travail, etc., enfin, peu importe, à un modèle où ils créent de la valeur. Même le comptable dans son rôle, qui était vu comme second couteau parce qu'il était une fonction support, non, il crée de la valeur. Et d'ailleurs, il serait externalisé à l'entreprise. Là, il serait bien obligé de reconnaître qu'il crée de la valeur, parce qu'il faudrait qu'il ait un contrat avec l'entreprise qu'il employait avant, et puis ça lui donnerait l'idée, maintenant qu'il sait qu'il crée de la valeur, d'aller chercher d'autres clients. Cinquième principe qui est vraiment le point essentiel, et c'est pour ça, je boucle avec le premier, qu'on démarre toujours, lorsqu'on fait l'encodage, quand on accompagne les entreprises d'encodage, on démarre toujours, nous, avec le plus haut, parce qu'on induit tout de suite cette culture de la création de valeur, en ne faisant pas l'encodage directement, mais en passant par une étape préalable, qui est la définition de la façon dont est créée, capturée la valeur pour chacune des entités, en utilisant un outil qui est un autre outil, qui n'a rien à voir avec ce dont on parle, qui est le Business Model Canvas.